Le RPD, Rassemblement patriotique pour le développement, c'est le nouveau parti de Luc-Adolphe Thiaw, présenté à la presse. Après avoir quitté l'ancien parti au pouvoir, le CDP, Luc-Adolphe Thiaw espère avec son parti, 10 jeunes, contribuer à relever les défis qui s'imposent au Burkina. La 18e semaine nationale de la citoyenneté SENAC s'est refermée ce vendredi sous la présidence du chef de l'État, Roch Kaboré, a invité les Burkinabés à une introspection individuelle sur les valeurs de civisme et de citoyenneté. Puis enfin, Tour du Faso, l'avant-dernière étape Manga Zignari a été remportée par le Camerounais Artus Tella. Il offre ainsi la première victoire d'étape à son pays. Et puis, le maillot jaune n'a pas encore changé de porteur. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est en septembre dernier qu'il avait quitté le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, Luc-Adolphe Thiaw. Après cet épisode refait surface dans l'arène politique à la tête d'un nouveau parti politique, le RPD, Rassemblement patriotique pour le développement. C'est à travers ce parti donc que le dernier Premier ministre du président Blaise Compaoré veut continuer son combat politique qui est de rassembler les Burkinabés de tous bords pour faire face aux défis communs, la sécurité, la réconciliation nationale notamment. On en parle avec Michael Toukré. Le RPD est un parti de jeunes, de 99%. Après avoir claqué la porte du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, le 16 septembre dernier, Luc-Adolphe Thiaw, dernier Premier ministre du président Blaise Compaoré, lance son parti politique. Le RPD, Rassemblement patriotique pour le développement, c'est le nom de cette formation politique dont le leitmotiv est de rassembler les Burkinabés autour de l'essentiel. C'est un grand jour, un jour de rêve, un jour d'espoir pour le Burkina Faso. Et chaque fois que nous avons la possibilité d'apporter notre pierre à la construction de notre pays, nous ne devons pas résister. La création de notre parti n'est pas un parti de plus. La création de notre parti est une volonté réelle à travers nos discours donneront aussi de l'espoir encore davantage à tous les Burkinabés qui, pour une raison ou une autre, finissent parfois de désespérer à l'avenir. Pour Luc-Adolphe Thiaw, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire depuis 2015. Il est donc temps, selon lui, de sonner la mobilisation. Et cela passe, à en croire l'ancien cadre du CDP, par la réconciliation des Burkinabés. La question de la sécurité est fondamentale pour notre parti. Elle va avec la question de la réconciliation qui sont les deux questions majeures à l'ordre du jour de l'agenda politique du Burkina Faso. Nous ne pouvons pas continuer à vivre en ennemis. Nous ne pouvons pas laisser triompher la haine. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer la cassure sociale que nous observons chaque jour. Si nous aimons notre pays, nous devons travailler ensemble. Le RPD rejoindra-t-il le chef de file de l'opposition politique ou la majorité présidentielle? Difficile pour l'instant d'apporter une réponse puisque Luc-Adolphe Thiaw promet se prononcer sur cette question dans les semaines à venir. Luc-Adolphe Thiaw, faut-il le rappeler, a été candidat malheureux aux législatives du 22 novembre 2020 dans le Sanguier. Création effective fin octobre dernier de l'Union pour la Renaissance au mouvement patriotique sankariste UNIR-MPS. Vous le savez, il s'agit d'un regroupement de plusieurs partis et organisations de la société civile partageant le même idéal sankariste. Maître Benewende Sankara est celui donc qui a été porté à la tête du nouveau parti lors du congrès de fusion. Le comité d'organisation a fait le point de cette rencontre. Les détails avec Serge Kaboré.
Une semaine après la tenue du congrès de fusion qui a vu la naissance de l'Union pour la Renaissance Mouvement Patriotique Sankariste, en abrégé UNIR MPS, le comité de fusion a fait le point ce 6 novembre. À l'heure du bilan, le comité estime avoir relevé le défi d'une organisation matérielle réussie. Au titre de la mobilisation, nous notons une satisfaction générale en ce sens que vous avez pu le constater, la Maison du Peuple a refusé du monde. Nous avons dû recourir à la magie des technologies de l'information et de la communication en installant des écrans géants en dehors de la cuvette de la Maison du Peuple pour permettre aux nombreux militants qui n'ont pas pu accéder à la salle d'être témoins de cet événement. Au titre de l'hébergement, du transport et des autres aspects, des autres sous-commissions, il a été donné de constater une parfaite maîtrise par les responsables qui ont eu la charge de ces sous-commissions. Le cap est désormais mis sur la restructuration du parti sur le territoire national en perspective des échéances municipales à venir. À court terme, nous avons d'abord la restructuration, c'est-à-dire la mise en place des structures. Parce que vous savez que c'est plusieurs partis qui se sont mis ensemble. Donc il faut travailler à ce que les différents bureaux dans les provinces, dans les secteurs, dans les villages, il faut les unifier pour trouver maintenant une seule structure provinciale, communale de village. Donc à court terme, nous avons pour obligation de travailler à pouvoir doter nos communes et nos villages de conseillers UNIR MPS. Dans les conclusions du congrès de fusion, une motion spéciale avait été faite pour le retour dans de meilleurs délais de Yacouba Isaac Zida, un retour qui se fera selon le triptyque vérité, justice et réconciliation, à en croire le comité. Nous nous inscrivons aussi dans la dynamique prônée par le chef de l'État, qui est que la réconciliation va passer par le triptyque vérité, justice et réconciliation nationale. Si c'est un citoyen et c'est quelqu'un qui veut servir son pays, s'il rentre et que la justice estime qu'il doit répondre, mais il répondra. Il n'est pas au-dessus des lois. Toutes les fusions ne se ressemblent pas et celle de l'UNIR MPS ne s'écroulera pas du sitôt, affirme le président du comité d'organisation qui en veut pour preuve l'implication de la base dans le processus. Toujours selon lui, 2 partis politiques ont déjà approché le nouveau parti dans l'optique d'une adhésion. Question politique toujours, nous parlons des 3 membres du CDP sanctionnés pour 6 mois. Ils veulent que leur sort soit suspendu. Ils ont brandi lors d'une conférence de presse la lettre de Blaise Compaoré, président d'honneur du parti, qui invite le président Edi Komboigo à surseoir aux sanctions. Aussi, ces 3 membres accusent le président du CDP de consolider le pouvoir en place, incapable de tenir face aux défis du moment. Regardez. Le président du CDP serait entre le marteau et l'enclume. En tout cas, il ne semble plus depuis un bout de temps en odeur de sainteté avec 3 responsables de son secrétariat national chargé de la mobilisation des jeunes qui sont Abdoul Karim Baguian, Ghislain Conseïga et Adama Tendrbeougou. Ces derniers l'accusent d'être de connivence avec le parti au pouvoir. Ces membres du bureau exécutif national ont été sanctionnés pour manquement au règlement intérieur du parti, malgré la lettre du président d'honneur du parti Blaise Compaoré qui invite la direction du parti à reconsidérer sa position. Mais après les élections, tous ceux qui sont animés d'une intelligence et d'une honnêteté savent que le président Edi travaille à stabiliser et à maintenir le parti au pouvoir qui est le MPP. Quand on est chef de file de l'opposition, quand on est chef de parti d'un parti de l'opposition, nous sommes les porte-voix des sans-voix. Le MPP a mal à sa gouvernance. Ce n'est pas moi qui le dis, même les feuilles des arbres là le connaissent. Pour les frondeurs du parti, Edi Komboigo n'est plus l'homme de la situation au CDP au regard de son silence qu'il qualifie de coupable face à la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Ces derniers estiment par conséquent que le président du CDP doit rendre le tablier. Partout où on passe, les gens nous interpellent. L'autre, vous nous avez trahis. Il n'y a plus d'opposition au Burkina. Le président Edi ne s'oppose pas.
Le président Edy soutient le MPP. Et le président Edy, s'il est honnête, dans son téléphone, dans son compte WhatsApp, s'il est honnête, il va montrer des audios que moi, l'autre, je l'ai transféré. Que les commerçants m'ont envoyé et d'autres personnes m'ont envoyé pour s'offusquer de la gestion du président Edy. Si lui-même, il était cohérent avec lui-même, il devait tirer les conséquences. Quand on est responsable, et au fur et à mesure, on se rend compte que ceux qui sont avec toi sont en train de se retirer, tu dois même te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Comme il ne le fait pas, nous allons demander et nous allons marcher, demander son départ. La machine de contestation contre le président Edy Kombo-Ego à la tête du CDP est lancée d'ici les conférenciers. Il annonce par ailleurs que dans les jours à venir, une marche de protestation sera organisée pour réclamer son départ à la tête de l'ancien parti au pouvoir. Un reportage commenté par Hyacinthe Sawadgo. À Bobo Dioulasso, une pétition qui demande le départ du maire de l'arrondissement 7. Ce dernier revient en effet aux affaires après avoir été arrêté en janvier dernier. Le maire Herman Sirima est accusé d'abus dans sa gestion de la question foncière des habitants de son arrondissement. Sous la houlette de plusieurs associations de défense des droits au logement ont tenu une rencontre cette fin de semaine. Une rencontre donc de protestation. Les précisions avec Joseph Koudgou. Une assemblée générale organisée par les habitants de l'arrondissement 7 en collaboration avec les associations pour la défense au logement de la ville de Sia. Le but de cette assemblée générale, selon les initiateurs, est de marquer leur refus pour le retour de Herman Sirima aux affaires à la tête du dit arrondissement. Ce vendredi 29 octobre, nous avons constaté avec indignation la reprise, la reconduction de Herman Sirima dans ses fonctions de maire. Par une note de M. Lamine Soulama, haut commissaire de la province du Oué. Nous venons par la présente refuser cette note et la reprise des fonctions de Herman Sirima qui constitue un cas flagrant de contradiction avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso et ses modifications. Nous appelons au respect de la réglementation, le retour de l'intérimaire et appelons l'autorité à saisir le conseil municipal pour le vote d'un nouveau maire dans les plus brefs délais. Les habitants dénoncent des actes du maire Herman Sirima liés au foncier après sa prise de fonction à l'arrondissement 7. Rien qu'à la date du 2 novembre 2021, c'est-à-dire une semaine de sa libération provisoire, il vient d'octroyer avec son staff technique plus de 150 hectares au promoteur immobilier Sokojib. Une fois de plus, Sirima vient de sceller le sort de milliers de personnes qui vivent en attendant l'appurement du passif tant évoqué dans l'arrondissement numéro 7. Les participants à cette assemblée générale espèrent avoir gain de cause. Et si ce n'est pas le cas, ils annoncent d'autres actions plus fortes. Nous envisageons une marche qui peut survenir à n'importe quel moment si rien n'est fait pour exiger l'annulation de la note de réinstallation d'Herman Sirima comme maire de l'arrondissement numéro 7 de la commune de Bobo Dioulasso. La restitution du maire intérimaire. La convocation du conseil de l'arrondissement numéro 7 pour l'élection d'un nouveau maire dans un bref délai. Une pétition a été lancée pour soutenir leur lutte. Une pétition qui, une fois signée, sera remise aux autorités compétentes pour qu'elles prennent la mesure du problème selon les frondeurs. En rappel, Herman Sirima avait été arrêté en février 2021 pour vente illégale de parcelles. Retour à Ouagadougou pour toute autre actualité dans ce journal. Les rideaux de la 18e semaine nationale de la citoyenneté SENAC sont retombés ce vendredi. À Ouagadougou, une édition placée sous le signe de la contribution du citoyen au processus de réconciliation nationale. La cérémonie de clôture était présidée par le chef de l'État Roch Kaboré. Reportage avec Sanata Seré. Ouvert le 3 novembre dernier à Ouagadougou, la 18e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté numérique, SENAC, a permis une fois de plus de promouvoir les valeurs de citoyenneté au Burkina Faso. Tribune de sensibilisation des populations sur les valeurs de cette idéologie, la SENAC 2021 s'est déroulée autour de la contribution du citoyen au processus de réconciliation nationale. Pour le président du Faso, ce thème combien évocateur tombe à pic du moment où il met le peuple burkinabé face à sa responsabilité dans l'édification d'un Burkina Faso réconcilié. Le besoin de réconciliation est perceptible et nécessaire à tous les niveaux.
Je suis conscient et je partage les souffrances de nos compatriotes des villes et des campagnes. C'est pourquoi, tout en travaillant à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, je réitère mon engagement à faire la réconciliation nationale une priorité. Je suis convaincu que l'aboutissement heureux de ce processus de réconciliation nationale que nous appelons de tous nos voeux permettra de panser les plaies, d'apaiser les cœurs et de remobiliser les Burkinabés autour des chantiers de développement pour un mieux vivre ensemble. Pour ce faire, j'invite chacun à faire une autocritique de ses actes, un diagnostic sincère de son comportement et une évaluation de sa contribution en lien avec les valeurs du civisme, de la citoyenneté et de la paix. Durant ces 72 heures, plusieurs activités ont été menées pour marquer cette 18e édition de la CENAC. Il s'agit entre autres d'activités de sensibilisation, de plaidoyer et d'interpellation à travers des rencontres d'échange et de partage d'expériences et une journée du drapeau. J'ai particulièrement apprécié l'initiative de la Journée nationale du drapeau qui nous a permis en l'espace de l'exécution de l'hymne national de taire nos divergences pour nous mobiliser autour du drapeau, symbole de l'unité et de la souveraineté de notre peuple. Je souhaite que ce sens élevé de la conscience nationale soit toujours au cœur de nos actions, comme le veut l'esprit du message porté par les symboles de l'État. Je salue également l'initiative du dialogue intergénérationnel, une véritable tribune d'échange et de partage d'expériences. Je félicite et remercie les personnalités qui ont animé ce dialogue intergénérationnel et qui ont, par la même occasion, amené les populations en général et les jeunes en particulier à prendre davantage conscience de l'importance des valeurs sociales, socle du vivre ensemble des communautés dans notre pays. La 18e semaine nationale de la citoyenneté était aussi la récompense des lauréats des différents jeux concours. Sur 1251 candidats au concours sur le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire, 42 lauréats ont été primés, dont 39 au niveau des régions et 3 sur le plan national. Quant au concours de l'arrondissement le plus éco-citoyen de la ville de Ouagadougou, c'est l'arrondissement 12 qui a remporté le prix. Aussi, des prix d'encouragement ont été décernés à des personnes physiques et morales qui se sont distinguées par leur civisme et leur engagement. Le ministère en charge de l'économie et des finances a signé une convention avec des partenaires français au profit de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina. L'objectif est d'accompagner l'opérationnalisation de cette caisse afin qu'elle puisse financer des projets de développement. La signature de convention est intervenue ce 4 novembre à Ouagadougou. Les images avec Abdourahmane. Cette signature de convention marque l'engagement des 3 partenaires français à soutenir la mise en place de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso. Il s'agit de la Caisse des dépôts et consignations de la France, de l'Agence française de développement et de Expertise France. Les responsables de ces structures, après avoir rencontré les autorités burkinabées, ont été imprégnés de l'importance de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso. Ils marquent donc leur soutien pour son opérationnalisation. Le ministre a réaffirmé toute l'importance qu'il accordait à la Caisse des dépôts du Burkina Faso, qui est un projet qui aujourd'hui prend corps, prend réalité et que nous accompagnons depuis ses débuts. Et ces 2 jours de visite nous ont permis de voir des avancées très fortes dans le projet de Caisse des dépôts et dans la réalisation qui sont bientôt être mises en œuvre. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a exprimé sa satisfaction face à cet engagement des partenaires. Pour lui, l'opérationnalisation de sa structure permettra de financer des projets structurants pour un développement durable au Burkina Faso. De manière à ce que nous puissions, dans les mois qui viennent, commencer à voir les réalisations des routes, des bâtiments, des écoles, des centres de santé qui ont été financés par la Caisse des dépôts et consignations. Il y a plein de projets qui sont dans le pipeline parce que la Caisse des dépôts et consignations sera l'instrument qui permettra de centraliser l'épargne intérieure et de l'utiliser en soutien aux politiques publiques, le financement du plan national de développement économique et social, le financement des plans communaux de développement, le financement des plans régionaux de développement, etc. Tout ce qui a comme projet structurant, mais avec des capitaux burkinabés. C'est une grande avancée dans l'histoire de notre pays. Notons que la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso est un établissement public à statut spécial créé en mai 2017. Elle est dirigée par l'ancien Premier ministre Paul Kaba Thiéba
et son contrôle est assuré par l'Assemblée nationale. Son objectif est de centraliser l'épargne institutionnelle afin de financer des projets de développement. Expo Yelba 2021 a reçu la visite du président du Conseil régional du Centre. C'était hier vendredi. Les exposants qui ont bénéficié de l'accompagnement du Conseil ont été encouragés sur leur stand des espaces qui font la promotion du travail des artisans à travers la valorisation du pagne Faso d'Anfani. Les images avec Abdoulaye Meigné. Sur le site de l'Expo Yelba, stand après stand, Éric Thiemtoré, président du Conseil régional du Centre, échange avec les exposants et s'imprègne de la réalité du marché. Pour cette édition, ce sont 19 stands qui ont été mis à la disposition des artisans de la région par le Conseil régional. Une manière de les soutenir et faire la promotion de ces artisans de la région. Cela pour permettre à ces braves femmes, à ces braves hommes qui n'ont pas l'occasion de disposer de moyens, quelquefois pour exposer leurs produits, de le faire. Et nous avons jugé bon ne pas rester seulement au bureau, mais de venir aussi les encourager, les soutenir et leur expliquer que l'objectif premier, ce n'est pas se faire d'abord de l'argent, mais c'est de se créer une visibilité. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'apparition de la pandémie à Covid-19, ils n'ont pas eu la chance de sortir pour aller à l'extérieur et nous n'avons pas voulu les maintenir dans une certaine léthargie. C'est pourquoi à chaque fois que de besoin, quand il y a une exposition, nous en tout cas faisons l'effort de mettre des stands à leur disposition. Et c'est avec fierté que nous le faisons. L'occasion est belle pour les artisans de présenter leur travail et de faire connaître les différents produits issus du coton visant à valoriser et promouvoir le Faso d'Anfani. Nous faisons des accessoires pour hommes, des boutons de manchette, des cravates, voyez, des boucles d'oreilles, toujours en Faso d'Anfani. Nous faisons des sacs à main. Ça, c'est un sac à langer pour bébé. Nous faisons des bavoirs pour bébé. Et puis également des protèges carnés pour les passeports, voilà, pour les voyages. Les exposants ont tous salué cette démarche du président du Conseil régional. Pour eux, cette visite des autorités régionales est une opportunité pour valoriser leurs produits. Une très belle démarche parce qu'il y a beaucoup de talent au Burkina Faso. On transforme le coton vraiment sur beaucoup d'articles et c'est l'occasion pour nous en fait de rencontrer nos autorités, nous faire connaître et aussi ils nous connaissent. Et ça permet aussi quand ils sortent de dire voilà dans mon pays nous faisons ça. Également, c'est pas eux qui feront notre promotion vraiment auprès d'autres autorités et vraiment auprès d'autres personnes en fait qui désirent certains produits qui ne savent même pas que ça existe ici. Voilà. Les exposants ont par ailleurs souligné la morosité du marché, mais surtout le manque d'affluence sur le site de l'exposition. Ils accusent le manque de communication autour de l'événement. L'Expo Yelba, qui a débuté le 4 novembre, referme ses portes le 7 novembre 2021. Après la 27e édition du FESPACO, où il a remporté le prix spécial CEDEAO, le film Les Trois Lascars du réalisateur burkinabé Boubacar Diallo est à l'affiche à partir depuis hier donc dans la salle de ciné. 11 autres pays africains vont avoir l'occasion de découvrir l'œuvre cinématographique. Au Burkina, avant la grande première, Canal+, au Burkina a organisé une rencontre entre les élèves de l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS et l'un donc des acteurs principaux du film. Il s'agit d'Issaka Sawadgo. Un reportage. C'est une salle de cinéma archi-comble à l'avant-première du film Les Trois Lascars. Ce film, tant attendu par les Burkinabés, a connu son lancement officiel ce vendredi 5 novembre 2021. Les Trois Lascars, c'est l'histoire de trois amis sous la pression de leur maîtresse, organisent une virée extra-conjugale hors de Ouagadougou. Une mission à Abidjan est l'alibi parfait auprès de leurs femmes. Malheureusement, ils apprendront à leurs dépens que l'avion qu'il était censé emprunter pour la capitale ivoirienne a craché et qu'il n'y a pas de survivants. Un long métrage coécrit par Boubacar Diallo et Axel Guyat. Et pour l'avant-première, toute l'équipe qui a travaillé sur cette production était présente pour expliquer aux cinéphiles l'ambiance et le contexte du tournage du film.
Que le public africain s'approprie ce film, que ça fasse un phénomène et que ça ouvre la voie, que ça crée une dynamique pour que d'autres productions de tous les d'autres pays puissent emprunter le chemin, que le film puisse sortir simultanément dans toutes les capitales, au moins d'Afrique francophone, en attendant que des partenariats, des ponts puissent se tisser avec les pays anglophones comme le Nigeria. Donc c'est déjà un grand pas et on espère vraiment que ça va ouvrir la voie, c'est ça notre attente, pour que justement, pour progressivement ramener le public en salle, pour que le cinéma puisse enfin démarrer en Afrique. L'excellente comédie ivoiro-burkinabé d'1h30 a coûté 200 000 francs CFA. Il a bénéficié du soutien de Canal+. Selon le directeur général de Canal+ Burkina, le réalisateur a fait un travail impeccable dans la direction de ses acteurs qui ont été remarquables dans leur jeu. Après ce lancement officiel, le film est projeté dans des salles de cinéma dans 11 pays d'Afrique. Le scénario était très bon, c'était drôle, c'était bien trouvé, il y avait une belle morale, surtout c'était très bien joué et sur un plan technique c'était vraiment incroyablement millimétré. Donc on invite toutes les populations de tous les pays dans lesquels il sera sorti, mais surtout les Burkinabés, à aller voir ce film en salle. Bien sûr qu'il sera diffusé sur nos chaînes parce que c'est un film qui est excellent. Moi j'ai eu la chance de le voir 2 fois aujourd'hui, mais n'attendez pas qu'il soit disponible sur Canal+. Allez le voir au cinéma, surtout je vous promets que vous allez passer un très bon moment. Et avant la grande première de ce film, Canal+ Burkina a organisé dans la matinée de ce vendredi une rencontre entre les étudiants de l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS et l'acteur burkinabé Issaka Sawadogo. Donc il est là pour former des jeunes étudiants de l'ISIS pour qu'ils deviennent demain des réalisateurs et des techniciens du cinéma compétents et polyvalents, et qu'en tant que doyen, ils fassent passer cette expérience. Et nous, Canal+, on est très heureux de créer le cadre pour que cette formation puisse avoir lieu. C'est une première parmi de nombreuses autres qui vont suivre, puisque notre ambition, c'est de nous rapprocher de l'ISIS pour créer un partenariat extrêmement serré. Cette rencontre a permis à ces étudiants de comprendre les enjeux et les défis qui se présenteront à eux dans le futur. Un rendez-vous qui a été salué à sa juste valeur par les premiers responsables de l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS. C'est une très belle opportunité pour nous et nous saluons cette initiative à sa juste valeur. Nous souhaitons que, à partir de cette première séance de formation, que nous puissions déjà travailler à mettre en place quelque chose d'institutionnel, c'est-à-dire de périn, de sorte que de façon régulière, que nous puissions avoir ce genre d'activité de masterclass au profit de nos étudiants. Le film Les Trois Lascars arrive après Le Bonnet de Mobibo, une autre comédie à succès du réalisateur burkinabé. Ce film a remporté le prix spécial CEDEAO du meilleur film de West africain sur l'intégration lors de la 27e édition du FESPACO. Un reportage signé Mamétri Nakamabou qui nous permet de clore ce journal avec l'actualité sportive. Le Cameroun remporte sa première victoire d'étape sur le Tour du Faso grâce à Artus Tella pour cette 9e et avant-dernière étape courue ce samedi entre Manga et Zignaré, 128 km. Le Camerounais s'est placé bien devant ses adversaires de l'Afrique du Sud et du Burkina après cette 9e étape. Le maillot jaune reste propriété suisse. Assami Touré. Concertation et consigne avant le départ de la 9e étape Manga-Zignaré pour les étalons cyclistes. Conscient que cette avant-dernière étape est très décisive, une concentration maximale était nécessaire. Et dès le début de la course, les 69 coureurs au départ se surveillaient selon le rang de chacun afin d'éviter la surprise de la 8e étape où à l'arrivée, il y avait un écart de 22 minutes. C'est ainsi qu'au premier poncho disputé à Kombisri, le peloton est arrivé groupé avec la victoire de Jari Travers suivi de Anton Benedix. Les étalons vont réagir au deuxième poncho disputé au pied de l'échangeur de l'Est avec la victoire de Brema Nana de l'équipe régionale du centre, suivi de Samuel Moshiga. Au sprint final disputé à Zignaré, les étalons vont baisser le rythme et c'est le Camerounais Artus Tella qui arrive premier. Sa première victoire sur le Tour du Faso. C'était vraiment une course vraiment très technique, puisque
avec le gros écart qu'il y avait hier, il fallait à tout prix qu'une échappée se crée. Bon, j'ai été vraiment celui-là qui a créé cette échappée et Dieu m'a donné la victoire à la fin. Bon, ça représente beaucoup, c'était l'objectif aussi, prendre une victoire d'étape. Bon, c'est ce qu'on a fait. Vraiment, je suis très content pour cela. Il fait ce parcours en 2h37 avec une vitesse moyenne de 48 km/h. Samuel Mouchiga est deuxième et Bremanana troisième. Avant cette étape, Souleymane Koné et Paul Dumont étaient les deux Burkinabés les plus proches du maillot jaune. À présent, Souleymane Koné est à 37 secondes et Paul à 45. Un écart considérable, mais Paul se donne toujours du courage pour espérer. C'était une étape assez compliquée. Dès le départ, les attaques ont fusé. On a essayé de figurer dans les bons coups et de commencer à attaquer très tôt dans la course pour vraiment essayer de faire plier le maillot jaune. Bon, finalement, un coup est parti dans le final et on a eu vraiment derrière une course de mouvement pour essayer vraiment de distancer toujours le maillot jaune, mais ils ont fait preuve de cohésion et finalement l'échappée est arrivée jusqu'au bout. On a un coureur de l'équipe B qui monte sur le podium. Bon, le classement général reste inchangé aujourd'hui. Bon, comme on dit, tant que la course n'est pas finie, on verra. Demain, on peut se réveiller avec des bonnes surprises ou des mauvaises surprises. Donc bon, il faut toujours tenter jusqu'au bout. C'est ce qui fait la particularité des Burkinabés. Donc bon, même si l'espoir semble perdu, il faut toujours quand même essayer à se battre. Ça peut pencher en notre faveur. Mais sinon, on aura quand même à cœur si on voit que le maillot jaune n'est plus accessible, on visera la victoire d'étape. Évidemment, une victoire d'étape pour cette 10e et dernière étape est bonne à prendre également pour les étalons cyclistes et surtout devant le président du Faso et tout le peuple burkinabé. Sinon, après la 9e étape, Daniel Bichman garde son maillot jaune, Wouter Rutger conserve également son maillot vert et Hamza Yassine le maillot des sprints intermédiaires. Paul Dumont reste le meilleur jeune du tour pour le moment. Ce dimanche, c'est la dernière étape de cette 33e édition. On prendra le départ à Kombisri pour Ouagadougou, longue de 129 km, avec un circuit fermé de 5 km à faire 10 fois. Et voilà pour l'actualité ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous rester fidèles. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Excellent week-end également. Je vous retrouve la semaine prochaine.